Le pacte de l'aîné. Les histoires de Madi. La chaleur suffocante de Bamako n'avait jamais été un secret. Mais pour Maman Aminata, elle était devenue une épreuve, une sueur amère mêlée à la farine et à l'huile. Son mari, le regretté Monsieur Moussa Konaté, était parti il y a 14 ans, emporté par une maladie fulgurante, laissant derrière lui 5 âmes innocentes. 3 garçons et 2 filles. L'aîné, Moussa Junior, n'avait que 9 ans lorsque l'ombre du deuil s'était abattue. Ses yeux, d'ordinaire vifs, s'étaient obscurcis, conscient du poids terrible qui venait d'écraser les épaules de sa mère. La fortune de Moussa père, un homme d'affaires prospère, aurait dû mettre la famille à l'abri pour des générations. Mais comme trop souvent, les oncles et les tantes s'étaient abattus sur le patrimoine comme des vautours, invoquant des lois coutumières pour tout ravir. Aminata et ses enfants se retrouvèrent à la rue, avec pour seul capital l'héritage d'un amour brisé et la force de ses mains. Aminata était devenue la reine de la rue, une vendeuse de beignets dont la réputation dépassait le quartier. Chaque matin, bien avant que le soleil ne darde ses premiers rayons, elle allumait son foyer de bois, mélangeait la pâte et plongeait ses mains dans l'huile bouillante. Ses enfants grandirent dans l'obéissance et la dignité. Leur enfance ne fut pas faite de jouets, mais de plateaux. Moussa Junior, suivi de ses frères Sekou et Amadou, et de ses sœurs Mariam et la cadette, la petite Aïcha, arpentaient la ville après l'école, vendant les beignets mougnou fumants de leur mère. Moussa Junior, le pilier, était un roc de responsabilité. À 9 ans, il négociait déjà le prix de gros de la farine, et à 12 ans, il ramenait l'argent du marché sans en perdre une seule pièce. Son sens aigu des affaires et son esprit affûté brillaient aussi à l'école. Il était d'une intelligence rare. Il sautait les classes, dévorant les livres comme sa mère écoulait les beignets. Il incarnait l'espoir. « Ce garçon, c'est le futur de notre nom », murmurait Aminata aux voisines. L'année de ses 17 ans fut celle du triomphe. Moussa obtint son baccalauréat scientifique avec les félicitations du jury. Il décrocha une bourse universitaire pour étudier l'ingénierie à l'étranger. Ce soir-là, la fête fut simple, mais joyeuse. Cependant, l'ombre du manque planait. La bourse couvrait les frais de scolarité, mais pas le billet d'avion, pas le logement initial, pas les visas, ni le dépôt d'inscription. Aminata avait tout vendu, même ses derniers bijoux, mais cela ne suffisait pas. Elle pleura, le cœur déchiré. « Mon fils, mon aîné, je t'ai laissé tomber. Si ton père était là, si nous n'avions pas été volés. » Moussa, adulte avant l'âge, la prit dans ses bras. « Maman, arrête. La volonté de Dieu est faite, je reprendrai les études l'année prochaine. » Mais l'année suivante, ce fut la même chose. Les bourses s'envolaient, remplacées par des réalités amères. Moussa, l'ingénieur en puissance, se retrouva à traîner ses bottes dans le quartier, travaillant comme comptable dans une petite boutique pour aider sa mère à payer les frais de scolarité de Mariam et Sekou. La rancœur s'accumula, épaisse et toxique. Il regardait sa vie, cette intelligence gâchée, ce potentiel enterré sous la poussière de la rue. Il se souvenait de la maison de son père, de la voiture, de la dignité perdue. À l'âge de 23 ans, la rupture fut totale. Moussa était un homme brisé par le qu'aurait pu être. C'est là que Moussa Konaté Jr. a rencontré l'ombre. L'ombre n'avait pas de nom. C'était un homme d'une richesse ostentatoire, conduisant une voiture aux vitres fumées, qui s'arrêta un jour devant Moussa, les mains pleines de billets. « Tu es Moussa Konaté, le bachelier frustré, » dit l'homme d'une voix rauque. « Ton intelligence est gaspillée par ta fidélité à ta mère. Je peux te donner le monde, l'argent de ton père et plus encore. » Moussa, épuisé par la lutte, écouta. L'ombre lui parla de la fraternité du Serpent d'Or, une secte où la réussite était immédiate, où les millions coulaient sans effort. Le prix était terrible, le sacrifice ultime. « Tu ne donneras pas ton sang, » siffla l'ombre. « Tu ne donneras pas ton corps, mais tu donneras le pilier de ta morale, le témoin de ta vie passée, l'âme qui te lie à cette misère, ta mère. » Moussa refusa d'abord. Il hurla, il courut. Mais chaque nuit, la vision du visage fatigué d'Aminata et celle de la bourse envolée le ramenaient au pacte. Il voyait Mariam et Aïcha condamnées à vendre des beignets. Il voyait son intelligence s'éteindre. 6 mois après la rencontre, lors d'une nuit de pleine lune, Moussa Junior, l'aîné responsable, l'espoir de la famille, scella le pacte. Il prononça les mots, accomplit le rituel.
Le lendemain, le monde avait changé. Moussa rentra à la maison avec des liasses d'argent. Il ne parlait pas de son travail, juste d'une opportunité inattendue. En 2 ans, la famille déménagea dans une grande villa clôturée à Djelibougou. Aminata cessa de vendre des beignets. Sékou, Amadou et Mariam entrèrent dans les meilleures écoles privées. Moussa créa une entreprise d'informatique florissante. Il offrit à sa mère une boutique climatisée où elle vendait des tissus et des produits de luxe. La contrepartie du pacte était subtile mais cruelle. Aminata n'était pas morte physiquement, mais spirituellement. Sa santé déclina, son esprit s'éteignit. Elle devint lente, fatiguée, une ombre. Elle passait ses journées dans son fauteuil, le regard vide, parlant peu. Les enfants étaient heureux, mais ils étaient inquiets pour leur mère. Moussa, lui, était froid. Il finançait tout, mais ne montrait plus d'affection. Il est stressé par les affaires, disait Mariam. Seule la cadette, Aïcha, désormais adolescente, 16 ans, gardait une méfiance instinctive envers cette richesse soudaine. Elle avait toujours été l'enfant la plus proche de sa mère et souffrait de voir l'éclat dans ses yeux disparaître. Un samedi après-midi, Moussa était en déplacement professionnel et Aïcha entreprit de faire le ménage, y compris dans la chambre de son grand frère. Elle déplaça son lit pour balayer la poussière accumulée. Son cœur se serra en voyant un petit paquet noir et chiffonné. C'était un petit cercueil miniature, fait de bois brut, soigneusement caché sous le sommier. Il était si petit qu'il tenait dans la paume de sa main. La peur, froide et lancinante, lui tordit les entrailles. Elle ouvrit le couvercle avec des doigts tremblants. À l'intérieur, sur un lit de tissu rouge sang, se trouvait une photo jaunie de maman Aminata, entourée de charbon et d'une poudre blanche. La photo de sa mère souriante était criblée d'aiguilles fines. Aïcha n'était qu'une enfant, mais dans ce petit cercueil, elle comprit tout. Le silence de sa mère, sa faiblesse soudaine, la richesse inexplicable, l'attitude distante de Moussa, tout s'assemblait dans une horreur parfaite. Elle reposa le cercueil et fit le ménage machinalement, mais son esprit était en ébullition. Elle n'en parla à personne, ni à Mariam, trop occupée par ses études, ni à Sékou, trop admiratif de la réussite de l'aîné. La peur lui nouait la gorge. Pendant des semaines, Aïcha hésita. Elle observait Moussa. Il était puissant, respecté, mais il ne souriait jamais vraiment. Elle le voyait regarder leur mère avec une tristesse dissimulée, un éclair de regret dans les yeux. La décision mûrit en elle lors d'une nuit où elle trouva sa mère, Aminata, qui pleurait silencieusement dans son fauteuil. « Pardonne-moi, Moussa. Pardonne-moi, mon fils. » Aïcha entra dans la chambre de Moussa le lendemain soir. Le silence était lourd. « J'ai fait le ménage la semaine dernière. Moussa, commença-t-elle d'une voix tremblante. Il ne releva pas les yeux de son ordinateur. « Très bien, Aïcha. Fais attention à ne rien casser. J'ai trouvé ton secret, sous ton lit. » Moussa se figea. Il comprit immédiatement. Il ferma son ordinateur, se leva lentement et fit face à sa petite sœur. Son visage était un masque de douleur et de résignation. « Tu sais, ce n'était pas une question. Le cercueil de maman, les aiguilles. C'est pour ça qu'elle est comme ça, n'est-ce pas? Pour notre argent, pour la maison. Tu l'as vendue. » Les larmes coulaient sur le visage d'Aïcha. Moussa s'assit lourdement sur son lit. Il baissa la tête, incapable de soutenir le regard de sa sœur. Il parla, non pas pour se défendre, mais pour s'excuser. « Oui, Aïcha, je l'ai fait. J'ai vendu l'espoir de sa vie. Tu crois que c'était facile? J'avais 17 ans, j'étais le plus intelligent du village et on nous a tout volé. J'étais le pilier, je devais réussir, je devais vous sauver de la rue, de l'odeur de l'huile. » Il se redressa, la voix brisée. « J'ai choisi la richesse sans travail parce que le travail ne nous apportait que la misère. J'ai choisi votre confort au détriment de mon âme. » Aïcha le regarda. Elle voyait la souffrance du grand frère sous le costume coûteux. Elle voyait l'enfant de 9 ans qui voulait protéger sa famille. « Mais maman, elle est vivante, mais morte. Elle souffre. »« Je le sais, Aïcha. Je le vis chaque jour. Je n'ai plus d'amour pour moi-même. » Aïcha fit alors l'impensable. Au lieu de le dénoncer, elle s'approcha et le prit dans ses bras. « Moussa, je ne te pardonnerai jamais, mais je te comprends, mon grand frère. On va trouver une solution. On va la sauver. » Moussa se laissa aller contre elle, les larmes coulant pour la première fois depuis des années. La réconciliation fut un murmure secret entre eux.
Moussa avoua alors la condition la plus terrible du pacte, celle qu'il n'avait jamais osé prononcer. Le jour où je toucherai au cercueil, le jour où j'essaierai de briser le pacte, je mourrai immédiatement. C'est l'ultime condition. Ma vie contre la vôtre. Aïcha était terrifiée, mais elle trouva une force inattendue. On s'en fiche de la richesse. On a besoin de notre mère. Ils passèrent les heures suivantes à élaborer un plan désespéré. Moussa avait un dernier atout, un carnet décrivant les symboles de protection et la méthode de transfert d'âme. Le lien est dans ce cercueil. Pour la sauver, il faut brûler la photo et le bois dans une eau bénite au lever du soleil. Mais je ne peux pas le faire. Dès que ma main touchera ce bois, c'est fini pour moi. Tu devras le faire, Aïcha. Aïcha comprenait. Elle devrait être le bourreau de son frère pour sauver sa mère. Au milieu de la nuit, ils se rendirent au bord du fleuve Niger. Moussa creusa un petit trou et prépara les charbons. Aïcha tenait le petit cercueil et une bouteille d'eau sacrée. Moussa prit la main de sa sœur. Son regard brillait d'un éclat qu'il n'avait pas eu depuis l'enfance. « Tu as été la plus courageuse, Aïcha. Dis à Sékou et aux autres que je les aime. Dis à maman, dis-lui que je n'ai jamais voulu son mal. » Il fit un pas en arrière et désigna le trou. « Maintenant, va, fais-le et ne regarde pas derrière toi. » Aïcha, le cœur battant à se rompre, courut vers le feu. Elle ouvrit le cercueil une dernière fois, sortit la photo et le bois et les jeta sur les braises. Au même moment, elle versa l'eau bénite. La flamme crépita, puis une odeur âcre et sulfureuse s'éleva. Au moment où le dernier morceau de bois se consuma, Aïcha entendit derrière elle un son sourd. Elle se retourna. Moussa Junior était effondré sur le sable, sa belle chemise blanche maculée de poussière. Son visage, bien que serein, était désormais immobile. Au même instant, à la villa, maman Aminata se réveilla dans son fauteuil. La douleur s'était envolée. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. Elle se sentait libre, forte et, pour la première fois depuis 14 ans, elle sourit. La famille fut dévastée par la mort soudaine de Moussa, le pilier, le bienfaiteur. La richesse, subitement sans protecteur, s'évapora presque aussi vite qu'elle était apparue. Aïcha, la cadette, n'a jamais révélé le secret du pacte. Elle a gardé la mémoire de son frère comme celle d'un héros brisé qui a payé le prix ultime pour les racheter. Elle se concentrait sur sa mère, désormais joyeuse et forte, et sur la reprise des études de ses frères et sœurs. L'odeur des beignets revint dans la cour de la villa, car maman Aminata, guérie, avait retrouvé sa force et son métier. Mais cette fois, il ne travaillait plus par misère, mais par choix et par dignité. Aïcha, inspirée par le sacrifice de son aîné, devint le nouveau pilier de la famille, sachant que la vraie richesse ne s'achète pas avec l'âme. Merci d'avoir écouté et abonnez-vous pour plus d'histoires.